Alors, rebonjour à ceux qui étaient déjà là, ceux et celles qui étaient déjà là. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous continuons dans la lancée des recommandations scientifiques, toujours avec le docteur Pascal Cassan, directeur du Centre mondial de référence des premiers secours. Voilà, merci à tous. Merci bien. Merci bien. Bon, alors, on continue. Tant pis pour vous, vous voulez rester. Hein, c'est vous qui décidez. Hein, donc, vous allez me resupporter encore. Là. Alors, là, on a parlé, pour ceux qui étaient là, j'en veux pas aux absents d'avant, hein, ou ceux qui sont arrivés en retard, j'ai pris les noms, c'est tout, c'est pas énorme. Et en fait, là, on a parlé surtout de comment on faisait, comment on écrivait les recommandations. Alors, depuis maintenant un petit peu de temps, on travaille déjà sur 2020, heureusement. Puisque là, on est en 2019, il serait temps. En fait, on a commencé avant. On a commencé en 2017 pour les recommandations 2020. Donc ce matin, cette deuxième partie de la présentation va s'intéresser à vous donner des orientations. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas voir exactement ce que l'on va écrire, parce qu'on n'a pas tout validé, loin s'en faut, et on n'en est pas là, ces recommandations. Mais je vais déjà vous donner des petites boulettes là qui vont vous permettre de vous préparer, de vous dire tiens, il y a des trucs qui vont changer, mais pas trop, etc. Parce que l'idée, c'est que de toute façon, entre 2015 et 2020, eh bien, il n'y aura pas de révolution. Autant de 2010 à 2015, l'apparition, et on vient d'en parler en aparté, qui interrogeait, c'était le massage cardiaque sans ventilation, eh bien, ça, c'était quand même une sacrée révolution. C'est-à-dire que vraiment, ça a secoué un peu certains d'entre vous. Mais, eh bien, là, entre 2015 et 2020, vous allez voir, il n'y a pas une révolution. Il y a deux, trois trucs qui changent. Alors, on a dit ILCOR. Alors, je suis désolé pour ceux qui étaient là avant, mais je suis reforcé de refaire une tout petit truc de présentation de l'ILCOR, parce qu'il faut que je dise qui c'est qui fait qu'il y a les recommandations. Vous savez maintenant, je ne fais pas d'interrogation écrite pour ceux qui étaient là avant. Hein. Eh bien, l'ILCOR, effectivement, c'est tout cela, ce que je disais tout à l'heure, mais que je répète, c'est des gens qui vont appartenir à l'ensemble du monde, que ce soit la partie ouest de notre globe, les Américains, Amérique du Sud compris, et puis la partie Est qui regroupe l'Europe, l'Asie avec le Resuscitation Council of Asia, l'Australasie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et l'Afrique qui a un conseil sud-africain de réanimation. Donc effectivement, ces recommandations, ce contenu, il est fait de manière commune entre tout cela avec effectivement l'ILCOR et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui, elle, n'a aucune vocation géographique, mais qui est membre de l'ILCOR, de façon à ce que ce soit applicable partout, en tout lieu, et surtout avec des différences dont on a parlé tout à l'heure, d'application, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir le système de santé français. Alors, ces missions, l'ILCOR, c'est réviser les recommandations en matière d'urgence, de réanimation, et plus récemment, de premiers secours. Car en fait, l'ILCOR ne s'est intéressé aux premiers secours qu'en 2015. Lorsque, pour certains d'entre vous qui étiez déjà là en 2010, et j'en vois quelques-uns qui étaient là largement avant, beaucoup plus vieux, en tout cas en 2010, je ne vais pas dire qu'il n'y a que moi qui est vieux ici, il y en a d'autres. Hein, j'ai des noms, n'est-ce pas, Jean-Do effectivement, en 2010, eh bien, on avait pas les premiers secours dans l'ILCOR, et la partie premiers secours n'a été donnée que par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière internationale. Et puis, l'ILCOR s'est dit, quand même, c'est ballot, même si on est cardiologue au départ, parce que l'American Heart Association sont surtout des cardiologues, ils se sont dit, on va faire un groupe premier secours. Donc maintenant, le premier secours est inclus au sein des missions de l'ILCOR. Ils ont donc pour objectif, l'ILCOR, de donner le consensus de la science, et c'est tout. Et ensuite, il est adapté par les organisations que vous avez vues régionales, Europe, Asie, etc., pour donner des guidelines.
Donc il y a bien cette différence entre un consensus de la science qui est pour le monde entier, et puis chaque région géographique du monde donne ses guidelines qui peuvent un petit peu différer d'un continent à un autre. Et puis évidemment, le but, malgré tout, c'est de coordonner tout ça et que les Américains ne disent pas quand même des choses différentes des Européens et inversement, et que tout ça soit quand même harmonieux dans le cadre de la reconnaissance de la science. C'est la même diapo que tout à l'heure. Donc ensuite, eh bien, on passe de la pratique, donc de la science à la pratique, et on passe d'un consensus international à des recommandations qui se veulent donc continentales, américaines ici, européennes ici, et puis ensuite une adaptation aux organismes en fonction de leurs besoins. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge au niveau mondial pour effectivement donner des recommandations à tous les pays, aux 191 pays membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou en France, par le Conseil français de réanimation cardiopulmonaire, afin de donner effectivement les recommandations à appliquer en France. Nous parlions tout à l'heure, et c'est intéressant, je vous l'accorde, c'est que j'ai beaucoup parlé de l'extra-hospitalier, mais il y a aussi des recommandations intra-hospitalières qui vous intéressent si vous êtes formateur de DIFSI ou de professionnels de santé, et que là aussi, il n'y a pas eu en 2015 de document français. Il y en avait eu quelque chose d'appliqué pour les 2010 ou autour de 2010. Effectivement, il faut aussi donner une petite applicabilité aux recommandations au niveau intra-hospitalier qui peut quand même varier par rapport à un arrêt cardiaque qui arrive dans la rue. C'est pas la même chose. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, faut pas que ça sorte de cette salle, mais c'est de savoir qu'on n'a pas plus de chances de survivre d'un arrêt cardiaque en intra-hospitalier qu'en extra-hospitalier, sauf si on est en réanimation dans un milieu spécialisé. Ça fait peur quand on dit ça, mais c'est hélas la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas en France, on n'a pas à fanfaronner là-dessus. Il y a aussi un très gros effort à faire en matière de la prise en charge de l'arrêt cardiaque en intra-hospitalier. Alors, le processus 2015, tant pis pour ceux qui étaient là ce matin, pareil, on redit la même chose, mais ça, c'était le processus 2015, c'est-à-dire que de 2012 à 2015, on s'est réunis dans des groupes, vraiment, face à face, ou alors beaucoup de travail à distance, et pour arriver avec un consensus qui était paru aux alentours en octobre 2015, et qui a ensuite été mis en application plus rapidement en France pour le PSC1 que pour le PSE, du fait de lenteurs administratives françaises que l'on connaît bien et qu'on essaye de contrecarrer, mais qui c'est pas si simple que ça, et c'est la faute de personne, c'est qu'effectivement notre système est compliqué en France, et c'est bien dommage parce que ça donne des fois des choses qui sont étonnantes de dissociation pour la formation entre le PSC1 et le PSE, parce qu'on n'a pas encore pris le temps de remise à jour de PSE. Pour 2020, comme je l'ai dit ce matin, il y a une évolution stratégique. Cette évolution stratégique est celle de dire, on va faire changer la méthodologie et il n'y aura plus forcément qu'une grande parution. Il y aura des questions qui vont être revues les unes après les autres, de façon à ce que, chaque année, une petite parution de l'ILCOR, il y en a eu une en 2016, une en 2017 et une en 2018. Quelques sujets déjà ont été déflorés, entre guillemets, en termes de consensus, et vous pouvez déjà les trouver sur ilcor.org en anglais, et vous verrez qu'il y a déjà des résultats sur certains sujets qui peuvent vous intéresser, d'autres qui sont plus dans le milieu médical, mais comme vous êtes aussi pour certains infirmiers, voire médecins, effectivement, vous pouvez vous intéresser aussi à de l'advanced life support, c'est-à-dire de la réanimation avancée, parce qu'il y a déjà des recommandations qu'on connaît et qui changent un petit peu par rapport à 2015. Donc les questions ce matin, je disais comment on faisait une question, avec définir dans une question la population, et également ensuite l'intervention, c'est-à-dire quelle était la question qu'on allait analyser, la comparaison avec, j'ai pris massage cardiaque sans et avec bouche à bouche comme exemple, et puis les outcomes, c'est-à-dire les résultats qu'on attend. Tout ça a été analysé, et dans toutes les questions qui ont été traitées en 2015, certaines ont été retenues pour révision
à cette année pour 2020 où eh bien, elles ont été retirées ou elles ont été reformulées. Donc vous voyez, c'est ça, qu'en fait toutes les questions qui ont été mises dans 2015, on s'est dit est-ce qu'on doit la reformuler, est-ce qu'on doit la retirer, est-ce qu'on doit la réactiver, c'est-à-dire qu'on a des preuves qui montrent qu'on doit changer un peu les recommandations, est-ce qu'on doit la réattribuer, c'est-à-dire se dire faut la refaire d'une manière un peu différente. En tout cas, c'est ce qui s'est posé comme question pour 2020. Et donc, il y a eu une évolution, effectivement, des groupes de travail, parce que avant, eh bien, ceux qui travaillaient bénévolement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les experts de l'ILCOR, c'était 150 heures de travail minimum par expert. C'était beaucoup, ça demandait, c'était pas facile d'avoir autant de gens autour de la table qui prenaient suffisamment de temps pour travailler. Alors, les Américains en particulier ont trouvé des sous pour payer des gens qui sont, alors eux, ils sont pas du tout docteurs. En tout cas, ils ne sont pas docteurs en médecine, mais par contre, il y a des docteurs en evidence-based, donc en recherche des preuves, et il y a des professionnels qui nous font maintenant la révision de la science, et quand vous vous occupez d'un sujet, ils vous disent, tenez, voilà les sujets que vous allez pouvoir analyser, parce qu'on a retrouvé finalement que 10 études qui valent le coup. Il y en avait 2000 quand on avait mis les mots-clés, et finalement, il y en a 1990 que ça ne sert à rien que vous les lisiez. Lisez ces 10-là, et maintenant, à vous de jouer, de faire la rédaction. Donc ça a été un petit peu une professionnalisation des recommandations internationales, donc qui prennent encore plus, je dirais, de force, puisque là on a mis des professionnels, les médecins, les infirmiers, les professeurs ne sont pas forcément des professionnels des preuves, de l'evidence-based, et là on a des gens qui viennent nous soutenir sur un aspect technique extrêmement intéressant pour gagner du temps. Alors, malgré tout, le consensus, comme je vous le disais, il est édité chaque année. D'ailleurs, il y a, allez, on va dire, une quinzaine de questions qui sont parues depuis le début du travail de l'ILCOR pour les recommandations 2020. Donc, vous en avez déjà qui sont sorties. Ça ne veut pas dire que c'est sur vraiment la forme définitive, mais c'est pas mal. Et puis, il y a une publication qui est donc programmée en 2020. De façon à ce que, eh bien, on regroupe tout ça, ce qui nous permet le cas échéant, de mettre à jour le PSC1, de mettre à jour le PSE en France, par exemple. C'est un élément important. Ensuite, eh bien, comment ça s'organise ? Maintenant, on va passer dans la pratique, c'est-à-dire qu'il y avait par le passé 7 groupes qui définissaient les recommandations au niveau international. Il n'en reste plus que 6. Il y a d'abord le groupe qui s'occupe de la réanimation cardiopulmonaire de base, qu'on appelle le Basic Life Support. Effectivement, donc là, on s'occupe, tout est centré sur le massage, l'arrêt cardiaque, et ça n'a pas changé. Il y a la RCP spécialisée, comme on dit en français, mais pour les Anglais, c'est l'Advanced Life Support, réanimation spécialisée qui fait partie un peu de votre pratique si vous êtes secouriste dans une équipe ou pompier, professionnel ou volontaire, parce qu'il y a des morceaux de cette ALS qui rentrent dans votre formation, vous, secouriste, puis d'autres qui ne le sont pas. Parce que l'ALS, ça va jusqu'au docteur réanimateur, et donc dans ce cadre-là, bien sûr, il y a des techniques qui ne peuvent pas vous intéresser, ou auxquelles on ne vous donne pas encore accès. Un exemple, c'est les paramédics on libère les voies aériennes parfois avec des dispositifs qu'on dit supraglottiques. C'est des choses qui, on va dire, remplacent grosso modo l'intubation orotrachéale. Pour l'instant, vous, les secouristes, on ne vous donne pas l'autorisation de les poser. Ça ne veut pas dire que ça n'évoluera pas dans le temps. En tout cas, dans l'ALS, il y a des choses qui sont là, et qui, pour certains pays, eh bien, sont utilisés, y compris pour vos équivalents dans des pays anglo-saxons. Un troisième groupe, c'est la RCP pédiatrique. Alors vous allez voir que la définition de l'enfant, elle a changé. Je ne vous dis pas tout de suite. Mais donc la RCP pédiatrique, c'est pas inintéressant parce que ça va s'intéresser essentiellement quand même à des grands enfants, vous allez voir, même des très grands enfants. Mais néanmoins, ce sont donc des adaptations de la réanimation, toujours cardiopulmonaire adulte, au monde de l'enfant. Et il y a un quatrième groupe qui, lui, s'intéresse au néonatal, moins de 1 an, qui va là, évidemment, encore plus être spécialisé et qui, pour beaucoup d'entre vous, n'influe pas votre pratique, ou vraiment si rarement, fort heureusement, parce que le cœur d'un enfant, ça a tout le lieu de battre et de ne pas s'arrêter, et c'est tant mieux.
Il y a un 5e groupe, c'est le premier secours. Je vous le disais, il a été intégré en 2015 au niveau de l'ILCOR. Donc les premiers secours sont absolument une partie intégrante de l'ILCOR. Et enfin la formation, il y avait une question tout à l'heure sur la formation, c'est un élément extrêmement important. Et là aussi, il a été développé beaucoup plus. Alors une petite partie sur la réanimation cardio-pulmonaire faite par l'ILCOR et une grosse partie faite par la Fédération internationale de la Croix-Rouge dans le domaine des premiers secours, et je vais y revenir. Il y a eu le 7e groupe qui a disparu parce qu'il appartenait plus aux cardiologues. C'était les syndromes coronariens aigus, donc l'angine de poitrine. Ces syndromes coronariens aigus ont été donnés à l'association internationale cardiologique qui émet ses recommandations en la matière. Effectivement, elle touchait peu la zone de l'ILCOR. C'était un accord entre les cardiologues et les réanimateurs et les urgentistes, que ce groupe, il appartenait plus aux cardiologues, et donc c'est à eux de donner les recommandations en la matière. Donc maintenant, on est sur 6 groupes. Alors, le processus, je n'y reviens pas. Voilà comment ça se passe. Chaque année, des recommandations sont là. Et au final, vous verrez apparaître des recommandations en octobre 2020, parues par effectivement l'ERC, l'AHA, la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Et ça vous permettra au moins d'avoir une version française, celle de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a? Mais alors, on a toujours envie, mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Ils vont encore nous changer des trucs, ils sont chiants. Alors voilà, vers quoi on va? Vers quoi on va? Est-ce qu'il y a des gros changements? Il n'y aura pas de gros changements, mais voilà la réanimation cardio-pulmonaire de base. Tout d'abord, il y a la stratégie de la réanimation cardio-pulmonaire. Ça vous touche pas totalement, mais ça montre tout l'intérêt des registres. Vous savez qu'en France, on a un registre de l'arrêt cardiaque. Ça s'appelle le REAC. Tous les arrêts cardiaques, du moins presque, sont référencés dans une base unique en France. Ça, c'était fantastique. Ça a été à l'origine une décision de la Société française de médecine d'urgence et l'ASFA, la Société française d'anesthésie et de réanimation. Et aujourd'hui, la plupart des SAMU et parfois donc les unités médicalisées des sapeurs-pompiers, et en particulier le bataillon des marins-pompiers de Marseille et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il y a une centralisation donc sur un seul registre des arrêts cardiaques. Alors à quoi ça sert? Ça sert à analyser tous les arrêts cardiaques et de se dire tiens, comment ça marche? Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on commence beaucoup plus à connaître les chances de survie. S'il y a eu quelqu'un qui a massé, avec ou sans le bouche à bouche, combien de temps les pompiers ont mis à arriver, combien de temps le SAMU... c'est standardisé selon un style qu'on appelle Ustein, peu importe lequel. C'est donc grosso modo une fiche, tout le monde la remplit de la même manière. Comme ça permet de comparer, par exemple, la prise en charge de l'arrêt cardiaque en France et la prise en charge de l'arrêt cardiaque même après le Brexit en Angleterre, ou éventuellement avec les arrêts cardiaques pris en charge par nos amis canadiens ou nos collègues américains. Je n'ai pas dit amis parce qu'après il y en a un ou deux quand même qu'on n'aime pas. Donc c'est clair que ça nous permet, ce registre, d'avoir vraiment une excellente analyse. Pour vous, la stratégie donc évidemment de la RCP c'est pas une énorme influence pour votre pratique. La reconnaissance de l'arrêt cardiaque, ça l'est beaucoup plus. Donc là, en 2020, on va réinsister beaucoup sur cette reconnaissance, avec surtout la notion de respiration anormale, et non pas d'arrêt de la respiration, et d'insister sur ces signes qui aujourd'hui doivent être synonymes d'arrêt cardiaque, c'est-à-dire je masse quelqu'un qui se met à convulser, s'il n'est pas effectivement dans les 2 minutes dans une autre phase où on le voit respirer, c'est qu'il est en arrêt cardiaque. C'est un signe d'arrêt cardiaque, les convulsions, on le sait dans beaucoup de cas. Ou alors quelqu'un qui gaspe, avec cette difficulté dans l'enseignement de faire comprendre ce qu'est une respiration anormale, totalement irrégulière, que l'on appelle gasp. Mais ça, c'est très important également de masser le plus vite possible. Et puis qu'après tout, qu'au moindre doute, je masse. Et ça, c'est le grand changement qui est apparu en 2015, c'est de dire que
si j'ai le moindre doute, je commence à masser. C'est-à-dire que peut-être que je masse un cœur qui bat. Et c'est quelque chose qui, pour certains d'entre vous, toujours les mêmes, là, les plus vieux, de dire, mais avant on disait, mais vous allez l'arrêter, vous êtes un criminel, faut pas. Eh bien si, aujourd'hui on dit, moindre doute, et les auxiliaires de réponse médicaux ont cet ordre, c'est de toute façon, si on a un moindre doute à la prise d'appel sur, effectivement, quelqu'un qui est inconscient, et qui, a priori, respire mal ou respire pas, on fait un massage cardiaque. Et puis c'est tout. Et puis on verra bien. Et il y a deux grandes études qui ont été menées en Amérique et en Suède, qui ont montré que même si, et c'était sur ces plus de 3000 arrêts cardiaques chacun, ils ont montré que même si on massait un cœur qui bat, jamais il y en a eu un qui s'est arrêté. Donc il y a absolument... Alors évidemment, on ne va pas dire qu'on va masser tout le monde, hein. Faut pas être extrémiste, mais ce qu'on veut bien dire, c'est que au moindre doute, on pousse les gens à faire du massage cardiaque. C'est plus un tabou, entre guillemets. Donc ça sera réaffirmé. Tout ce qui est en noir, c'est ce qui est déjà fait. Et puis les bleus, vous verrez, c'est ce qui va se faire. La RCP par téléphone, donc là, c'est super important. Ça n'influe pas beaucoup sur votre pratique. Ça influe malgré tout beaucoup sur votre enseignement. C'est le pourquoi on vous dit... Vous faites immédiatement appeler. Si le gars il est tout seul, il appuie sur le main libre de son téléphone. Alors, il n'y en a plus beaucoup qui quand même composent le numéro comme ça. Hein. Donc ils appuient sur le main libre de leur téléphone et ensuite ils commencent à masser. Ils attendent que ça décroche parce que des fois ça met un peu de temps à décrocher. Dans les services de secours, j'en cite aucun, comme ça je ne veux pas vexer personne. Et du coup, comme ça met un certain temps à répondre, le gars, il a commencé à masser. Et ça, votre enseignement, c'est ça, le grand public. Il faut leur dire, j'appelle les secours, mais je commence à masser. Et vous mettez, et le téléphone. Ça influe beaucoup votre enseignement, et c'est extrêmement important de l'enseigner comme ça. Et puis, je n'y reviens pas, ça vous a interrogé pour certains tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on dit bien RCP compression thoracique sol pour les non formés, versus RCP classique pour les formés, 32, les deux sont bons. Les deux sont bons, c'est clair que ça dépend du public. Aujourd'hui, si j'ai les moyens, si j'enseigne suffisamment longtemps, c'est le cas du PSC1, je continue à enseigner au grand public le bouche à bouche et le massage cardiaque. Si je n'ai pas le temps parce que je suis dans une initiation ou si je suis dans un environnement, très bonne question tout à l'heure, un environnement hospitalier, je commence par une réanimation cardio-pulmonaire, appui thoracique sol, et ensuite, si je suis pas formé, j'attends les secours, parce que je suis dans la rue. Si je suis professionnel de santé, je continue à masser sans faire de bouche à bouche, parce que je suis dans un milieu hospitalier. J'attends le chariot d'urgence, et quand il arrive, je ventile avec mon insufflateur manuel. Donc ce sont vraiment deux techniques qui sont admises et prouvées en termes d'efficacité et de décollage des chances de survie. Alors d'autres questions vont être analysées dans ces recommandations internationales en la matière. Il y a les aides à la réanimation cardio-pulmonaire. Là, vous allez pouvoir en trouver plein dans le salon. Et puis, c'est une grande discussion. C'est beaucoup de recherches de la part de l'industrie. C'est ces petits appareils, ou des fois des gros appareils, qui vous aident à faire un bon massage cardiaque. Car le centre qui va être réaffirmé en 2020, c'est la qualité du massage cardiaque. C'est-à-dire qu'on doit aller vers la qualité. Et cette qualité, on le sait, elle est très compliquée à obtenir, en particulier à cause de la profondeur. La régularité, 2 fois par seconde, on y arrive. Évidemment, on se relaie normalement toutes les 1 à 2 minutes, parce qu'on sait très vite que l'opérateur, même s'il est très musclé, très, très bien entraîné, il va quand même être beaucoup moins efficace au bout de 2 minutes, 3 minutes maximum. Mais néanmoins, il y a des appareils qui nous permettent, ou qui pourraient permettre au grand public sous la forme de petites applications, mais est-ce à enseigner? On ne le sait pas encore, parce que ça complique les choses pour le grand public. Et après tout, si déjà ils font un massage cardiaque à peu près bien, on est déjà content s'ils appuient sur le thorax. Mais pour vous, éventuellement secouristes, volontaires, professionnels, etc., les aides à la réanimation pourraient s'imposer dans les années à venir,
progressivement, mais vous les connaissez, hein, il y a des dispositifs proposés par différentes marques, et là, eh bien, il y a une revue de la science en la matière qui montre quand même quelque chose de très net en la faveur de ces appareils pour des gens comme vous, les secouristes, ou les paramédicaux, beaucoup moins pour le grand public parce que ça complique les choses de mettre en route l'application, etc. Alors on s'est mis en main libre pour appeler les secours. Tout ça, si c'est pour compliquer le grand public, ils vont moins bien se mettre à masser. Donc, c'est plein de questions pour le grand public. Mais pour les secouristes et les professionnels de l'urgence, ça peut tout à fait être quelque chose d'important. Ensuite, la défibrillation automatisée externe et l'accès public, eh bien, c'est un sujet qui est remis également sur la table, car c'est tellement important en la matière, et que réaffirmer cela, et d'ailleurs c'est l'objet également de la loi française qui veut protéger l'accès public à la défibrillation pour éventuellement diminuer les malveillants qui eh bien, soit volent, soit dégradent ces défibrillateurs. Voir également la matériaux-vigilance, parce que ça, c'est un élément qui est également pesant en la matière de la mise en place de défibrillateurs pour le grand public, c'est que ne pas tomber sur un défibrillateur qui n'a plus de pile ou dont les électrodes ne sont pas bonnes. Donc là, il y a des recommandations internationales en la matière pour que chacun des pays se dise, tiens, ouais, il faut que je vois ça, l'implantation, la matériaux-vigilance. Donc, ce seront des recommandations qui ressortiront en 2020. Ça, c'était le BLS. Alors, dans les premiers secours, je vous ai mis quand même les deux sujets qui vous intéressent le plus. Il y a les secours qui arrivent, donc c'est bon. Dans les premiers secours, il y a des sujets extrêmement importants. Il y a d'abord les hémorragies. Les hémorragies, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à revoir, mais qui a été revu dans sa globalité. Donc on ne traite plus maintenant d'abord l'appui local, puis l'appui avec un pansement compressif, puis machin. Non, on essaye de voir la globalité et l'adaptation à l'environnement. Et je vous disais tout à l'heure également que dans le cadre de l'arrêt des hémorragies, on n'aborde pas en situation d'exception, que ce soit en guerre ou en situation que l'on a connue, hélas, dans certains événements français, l'arrêt des hémorragies de la même manière. Et ça, ça va être repris en 2020 pour montrer que cet arrêt des hémorragies, eh bien, il ne redonne pas sa place, une place première au garrot, mais en tout cas, il ne lui redonne pas cette mauvaise place et ce mauvais discours qui était donné il n'y a pas si longtemps que ça, que le garrot, c'était un bras en moins, le cas échéant, si on posait un garrot. Non, on lui redonne sa place dans le cadre d'événements exceptionnels ou de multiples victimes ou de multiples plaies. C'est donc un élément important. Donc il y aura dans les recommandations 2020 une articulation entre l'arrêt de l'hémorragie en situation, je dirais, de vie de tous les jours, et puis en événement exceptionnel. Donc il n'y aura pas, vous n'apprendrez pas autre chose au grand public ou à vos secouristes, mais néanmoins on donnera quand même des éléments, et en particulier pour les secouristes, bien sûr, d'être dotés de garrots faits industriellement, donc proposés par l'industrie, plutôt que les garrots improvisés qui ont quand même beaucoup moins d'efficacité que les garrots qui sont proposés par l'industrie. L'hypoglycémie a également été traitée, on pourrait même aller la voir sur le site de l'ILCOR. Les recommandations seront bien sûr le resucrage de toute personne consciente ou capable en tout cas d'avaler. Ça sera plutôt par des gels. Des gels, donc là se posera dans votre pratique quotidienne de secouriste, si vous en êtes, c'est comme quel gel on va acheter, etc. Mais néanmoins, ça montre que les gels sont plus efficaces que les sucres dans de l'eau, quoi. Il faudra se doter peut-être de choses un petit peu plus modernes. Et puis en pédiatrie, on sait que ce sera plutôt en sublingual. Mais donc on aura des petites modifications de la conduite à tenir face à l'hypoglycémie, qui est quand même extrêmement important. Un nouveau sujet qu'on a traité, c'est quelque chose de tellement fréquent
que on ne sait pas encore comment on va le traiter au niveau national, là. Mais en plus, c'est nous qui l'avons traité. On était deux Français à l'avoir fait ce sujet. Et c'est le sujet de la présyncope, comme ils appellent ça en anglais, et que nous, on pourrait adapter à malaise vagal. Malaise vagal, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Mais en tout cas, c'est super fréquent. Et aujourd'hui, on vous l'a inclus dans une notion de malaise. Aujourd'hui, on pourrait dire que dans notre PSC1 et dans notre PSE, on le couvre au niveau du malaise. Là, on va voir si on ne peut pas en faire une entité, parce qu'on montre qu'il y a des manœuvres à faire pour que, non pas seulement les jambes en l'air, mais d'autres manœuvres qu'on appelle en fait des manœuvres de contre-pression, c'est se contracturer ses muscles des membres inférieurs, se mettre à genoux, se serrer les mains très fort et serrer du coup la télécommande du même coup. Et il y a des techniques effectivement qui peuvent éviter, qu'est-ce que j'ai fait là, qui peuvent éviter l'apparition en tout cas, ou permettre au moins la disparition du malaise dit vagal. Donc, ça sera un sujet nouveau qui sera plus ou moins intégré. Alors là où on a sur un plan pédagogique une question, c'est de se dire, on vous fait faire presque un diagnostic, ce qui nous va pas bien, nous, en France, parce qu'effectivement, faudra bien qu'on dise, mais attention, s'il y a la moindre douleur thoracique, s'il y a ça s'appelle plus un malaise vagal, ça s'appelle autrement, et vous passez dans une autre procédure. Donc c'est vrai que cette partie est complexe, mais vous allez la voir apparaître à un moment ou à un autre. D'autres sujets sont en cours de révision. Alors tout d'abord, l'AVC. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on en est au même point dans l'accident vasculaire cérébral qu'on l'était il y a une vingtaine d'années avec l'infarctus. Avec l'infarctus, à l'époque, on mettait quelqu'un qui faisait un infarctus, on le mettait dans un lit, on attendait qu'il ne meure pas, et qu'on le surveillait, mais ça s'arrêtait là, on ne débouchait pas ses artères, on ne lui mettait pas de stent, enfin bref, 20-25 ans de là, on faisait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et on s'est aperçu qu'en 20-25 ans, on a totalement changé, puisqu'aujourd'hui, on sauve des cœurs qui, du coup, ils n'ont plus d'infarctus, du moins ils l'ont pendant un petit moment, mais on débouche l'artère. Et là, on en est au même point maintenant pour l'accident vasculaire cérébral, c'est qu'aujourd'hui, on sait faire, on sait déboucher des artères du cerveau. Alors on sait qu'on a beaucoup moins de temps qu'on en a au niveau du cœur, parce que le cerveau il supporte beaucoup moins le manque d'oxygène que le cœur. Mais néanmoins, il y aura donc des recommandations dans ce domaine, domaine qui sera premier secours standard et premier secours avancé. Dans le premier secours standard, c'est la reconnaissance, le réaffichage de ce que l'on appelle le FAST, c'est-à-dire l'échelle qui reconnaît le problème de la face, le problème de la mobilité, le problème d'un problème de parole, et surtout se battre contre le temps et agir très vite et donner l'alerte très vite. Donc c'est de dire utilisons des échelles pour le grand public les plus simples possibles pour reconnaître. Et vous savez que vous les avez vus en France, il y a eu d'excellentes campagnes là-dessus pour que de plus en plus on reconnaisse l'accident vasculaire cérébral par le grand public. La PLS. La PLS, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un truc, c'est vous dites PLS, et là, c'est 3 jours de discussion. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, la mise sur le côté d'un blessé inconscient et qui respire, c'est pas sûr qu'un jour, on vous dise pas que faut plus le faire. Ce serait la révolution. La PLS, c'est le standard. J'ai vu qu'il y a même un stand là sur la PLS. Et peut-être qu'un jour, on vous dira, finalement, on se pose la question, et on ne sait pas. On ne sait pas encore. En tout cas, si effectivement, il faut continuer, ou est-ce que finalement, pour le grand public, laisser un inconscient qui respire et surveiller bien sa respiration. Alors, on me dirait, mais la langue, on m'a toujours dit que la langue elle va chuter en arrière, on m'a toujours dit qu'il allait vomir dans ses bronches, etc. Finalement, la PLS, elle est sur le grill. Alors, de vous à moi, je pense qu'en 2020, ça passera pas encore. Mais dites-vous que la PLS, vivez pas dans l'idée que c'est le geste qui ne bougera jamais. Non, c'est pas. Beaucoup de questions se posent sur cette PLS et beaucoup de réponses ne sont pas encore données.
L'immobilisation du rachis. Il y aura une grosse modification qui est déjà là, que nous on a déjà intégré en France dans le PSE, que vous allez voir. C'est vraiment la limitation de l'utilisation des colliers cervicaux, parce que ils font plus de mal que de bien dans beaucoup de cas, à cause d'une compression des vaisseaux nobles qui irriguent le cerveau et qui provoquent donc des choses qui vont pas être bonnes. Il y a une mauvaise irrigation du cerveau, et de ce fait, parce que c'était quasiment trop systématique. Si, grosso modo, je faisais ça et que je me suis fait mal, pouf, on posait un collier cervical. Et que l'usage du collier cervical était devenu quasiment un standard. C'était, si jamais vous éternuez, je vous mets un collier cervical. Et du coup, les études ont montré les effets pervers de cette sur-immobilisation du rachis cervical, et que là, eh bien, il va y avoir une grande limitation en la matière, et également dans l'utilisation de tout l'ensemble des dispositifs d'immobilisation. Là où, alors si vous êtes sous grosse de base, vous en foutez un peu. Ceux qui sont responsables de l'achat du matériel, qu'on fait dépenser à leur chef de corps ou à leur président d'association des matériels qui sont complexes, etc., et à qui on va dire, finalement, ce truc-là, il ne sert plus à grand-chose. La planche, le cale-tête, il y a des trucs, il y a des toits où on ne va pas peut-être plus l'utiliser. Il y en a qui vont se faire casser la gueule. Mais bon, vous direz, c'est pas grave, c'est à cause des experts, ils nous ont dit que... Mais, vous voyez, ça va changer. Ça va vraiment changer. On a une utilisation des matériels d'immobilisation du rachis qui vont être en tout cas limités dans leur utilisation du fait des effets adverses, comme on dit, qu'ils provoquent. Donc ça, c'est une des modifications intéressantes. La douleur thoracique, elle sera revue parce que trop importante, comme je vous le disais, malgré tout, dans sa prise en charge. Donc, il y aura des recommandations. Et puis, dedans, il y a ce qui nous pose problème en France. On sait qu'aujourd'hui, toute douleur thoracique, on devrait, lorsque elle est suspectée d'origine cardiaque, on devrait immédiatement donner de l'aspirine. Et on sait qu'en France, vous secouristes pour l'instant, et c'est un sujet qui est terrible, là, il va être très débattu dans les 5 ans à venir en France. C'est vrai qu'il y a un moment, la délégation et la possibilité de limiter, mais à certains médicaments pour des types de professionnels ou de volontaires que vous êtes, le fait de donner certains médicaments, l'un c'est l'aspirine, 2 ce sera peut-être le stylo auto-injecteur, 3 c'est les inhalations pour l'asthmatique, tout ça, ça devrait devenir des gestes délégués, mais vous imaginez qu'en France, on est il y a quand même beaucoup d'ordres, il y a beaucoup de partenaires avec qui discuter, et il y en a beaucoup qui sont assez récalcitrants dans les délégations d'actes. Mais en tout cas, dans ce domaine, dans la douleur thoracique, on sait que le fait de donner de l'aspirine change les chances de survie de manière phénoménale avant d'aller déboucher l'artère, etc. Donc, c'est clair que ces questions se posent. Et puis, alors là, toujours ceux les plus vieux à qui je parlais tout à l'heure, qui sont toujours visés, l'oxygène, l'effet paradoxal, on en avait parlé, puis après on a dit, mais ça n'existe pas, l'effet paradoxal, c'est une connerie. Il s'avère que, si. Enfin, on ne l'appelle plus effet paradoxal, mais on sait qu'aujourd'hui, l'oxygène est mauvais, en particulier, par exemple, sur des personnes qui font justement des douleurs thoraciques et qui ont des problèmes de coronaire. Donc, on sait aujourd'hui que l'oxygène est toxique si on veut trop oxygéner les gens, en pédiatrie également. Donc, de ce fait, l'oxygène est un sujet extrêmement intéressant. Alors ça intéresse beaucoup de gens parce que alors là par contre les mêmes chefs à qui vous allez dire qu'il faut jeter du matériel que vous avez fait acheter il y a 5-6 ans, ils vont vous casser la gueule, mais si vous leur dites on va économiser parce qu'on va utiliser mon oxygène, alors peut-être ils vont être contents parce que ça va économiser des sous parce que ça coûte cher l'oxygène, mais là aussi c'est un sujet extrêmement intéressant, c'est de dire très probablement vous verrez de plus en plus une limitation de l'utilisation de l'oxygène dans les recommandations internationales. En matière de formation, alors c'est la question de tout à l'heure et voilà la réponse. Alors là ce sont des sujets qui vont être très débattus et très développés en la matière par la partie Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, parce que là vraiment c'est des choses que tout le monde se pose les mêmes questions dans le monde.
La première question, c'était vraiment la plus importante, c'est ce que l'on appelle le passage à l'acte et la confiance en soi. C'est de dire, vous ne formez pas pour vous, vous formez pour celui que vous avez devant vous. Et que l'enseignement, il doit être centré sur lui. Il ne doit pas être centré sur vous. Pour son ego, c'est vachement sympa de parler à une salle pleine, qui vous écoute, vous avez l'impression d'être important, etc. Mais on s'en fout. C'est-à-dire que si vous ressortez d'ici sans avoir rien dans la mémoire de ce que je vous ai donné, je suis complètement passé à côté et ça ne sert à rien. Et là, dans votre enseignement, c'est la même chose. C'est que si vous n'arrivez pas à faire passer cette idée à vos participants, que ce que vous leur avez enseigné, il faudra qu'ils le pratiquent. Et il faudra qu'ils aient confiance en eux. Même si c'est leur grand-père qui vient de s'effondrer devant eux, qu'il faudra commencer à masser, ça, vous n'en savez rien aujourd'hui. Personne n'en sait rien, sauf certains anglo-saxons. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour se poser la question, et nous en avons une en France. Actuellement, nous avons une post-doctorante qui fait une étude là-dessus. C'est de dire comment vous, formateurs, vous pouvez donner de la confiance en soi à votre participant. Là, on n'est plus dans le geste facile. Tiens, j'appuie, j'allonge, j'alerte. Non. Là, on est dans de la pédagogie pure. C'est de se dire, mais comment puis-je, faire en sorte que celui à qui j'enseigne, qui va 8 fois sur 10 masser quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un qu'il aime, c'est 8 fois sur 10 ça. 2 fois sur 10, je masserai un étranger. Mais 8 fois sur 10, ça sera quelqu'un que je connais. Et là, comment être sûr qu'il le fera? Même si vous êtes le meilleur formateur, il est sorti, le mec, il avait 85% de bon massage, 90% de ventilation, il avait appelé les secours, super. Mais comment? Est-ce que ça, dans la réalité, il va le faire? Vous ne le savez pas. Et nous non plus. Sauf qu'actuellement, on est en train d'essayer de voir quels sont les éléments de votre pédagogie qui pourront aider le participant. Donc ça, c'est très intéressant. Bien sûr, l'abord et après tout le reste va avec. Parce que se poser la question d'abord de l'enseignement mixte. Alors bien sûr, là, vous avez beaucoup de propositions. Beaucoup de propositions venant parfois de l'étranger, parfois d'exposants, même ici. Là. Vous avez de la réalité virtuelle, vous avez plein de choses qui vont apparaître, et fort heureusement, grâce à la technologie. Aujourd'hui, nous ne savons pas bien quel va être le meilleur mixte entre l'enseignement à distance et l'enseignement en face-à-face pédagogique. On a des idées que c'est un mixte des deux. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre et qu'aujourd'hui, cette porte ouverte qu'avaient donné les textes en la matière sur le PSC1, c'est-à-dire la possibilité pour vous tous d'éventuellement envisager une partie du PSC1 à distance, était intéressante. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle va être la meilleure des solutions. En tout cas, on sait qu'il y a d'excellents résultats. Il y a eu des preuves scientifiques sorties sur la réalité virtuelle, en particulier dans certains pays, dont l'Italie, qui est très, très en avance là-dessus pour le massage cardiaque et la réalité virtuelle. Il y a des produits, et j'en ai vu là ce matin en me baladant, il n'y avait encore personne dans le salon, mais j'ai vu qu'il y en avait qui présentaient, en tout cas qui réglaient leur appareil. Ça peut coûter de l'argent, mais ça peut pas coûter pas tant que ça aussi. On peut imaginer, et il y a des produits qui vont être proposés dans le futur pour qu'un groupe d'enfants ait tous leur réalité virtuelle. Donc on peut imaginer en tout cas que dans les recommandations internationales de 2020, vous verrez apparaître certaines évidences, c'est-à-dire certaines preuves de l'intérêt de ces techniques. Après, se posera la question de comment vous les mettrez en place. La formation continue du public, du coup, rentre dedans, totalement. Aujourd'hui, on a toutes les preuves, toutes, que à 3 mois et à 6 mois, la connaissance de votre participant, elle est retombée à moins de 50%. Ça, toutes les études le disent. Et alors là, on met vous mettez l'AFGSU, l'AFGSU, de tout ce que vous voulez, c'est de toute façon la même chose. Si de toute façon, il n'y a pas une mise en place de formation continue, quel que soit l'opérateur, il passe à côté, il va oublier. Alors, comment faire?
Et là, c'est là où effectivement on pense que le self-learning, comme disent les Anglais, il faut frimer un peu là, en fait, l'auto-formation, c'est l'élément clé qui sera probablement également à mettre en exergue. Donc il faut qu'il y ait des gens qui travaillent avec nous, avec vous, sur la mise en place de produits qui pourront permettre de l'auto-formation, et puis bien sûr de revenir de manière de temps en temps à vous voir en face-à-face pédagogique, parce que évidemment vous n'allez pas pouvoir recycler tous les 6 mois les gens que vous allez revoir, vous allez enseigner, c'est pas possible, on le sait, c'est comme ça. Donc forcément, la formation à distance aura sa place. Et c'est évidemment le troisième sujet qui est lié avec le deuxième, c'est la rétention mnésique, c'est comment je me rappelle, mais comment je peux me rappeler de ce qu'on m'a enseigné. Là aussi, c'est la méthode d'enseignement qui va permettre de mieux se rappeler qu'une autre. Et là, il y a des pédagogies qui sont proposées, elles le sont même au sein de formations comme des fois la FGSU et le PSC, qui ont des approches pédagogiques différentes, et on a vu des choses qui montrent que certaines méthodes pédagogiques, la pratique de l'analyse de l'erreur et la rectification de ce que peuvent savoir les gens, même pas du tout formés, et commencer par ça et puis aller vers le bon geste, ça peut marcher, ça demande un peu plus de temps parfois, mais en tout cas, on a des preuves en la matière pédagogique qui vont aller dans des sens extrêmement intéressants. La simulation, dont la VR fait partie, la réalité virtuelle fait partie. C'est vrai là, on sait très très bien que c'est un avenir. On ne sait absolument pas comment ça s'implantera en premier secours et réanimation. Parce qu'il y a aussi en premier secours, on peut apprendre en réalité virtuelle à enlever... on a des programmes... qui existe déjà. On a une victime dans une voiture et on peut mimer en réalité virtuelle l'extrication d'une victime pour un secouriste en réalité virtuelle. Ça peut se faire. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire en réalité virtuelle. Mais après, il y a le coût, il y a le temps, il y a l'intégration à la formation. Tout ça se posera comme question, mais vous la vivrez. Vous la vivrez, cette intégration, c'est clair. Donc, la simulation, bien sûr. Après, il y a la simulation que vous connaissez, c'est le maquillage, machin, c'est être le plus proche possible de la réalité, parce que du sang, ça poisse, c'est pas agréable de l'avoir à la main. Donc, un morceau de feutre, un coup de feutre ou un morceau de Chatterton rouge, ça suffit pas. C'est vrai qu'on sait qu'en mémorisation, la simulation est quelque chose d'extrêmement important. Dans les nouveaux médias pédagogiques, je vous en ai dit déjà des mots, il y a effectivement réalité virtuelle, il y a également il y a les serious games. On a dans certains endroits déjà expérimenté ces serious games qui ont un grand avenir, et la gamification, comme c'est un pas très joli mot anglais, mais qu'on utilise aussi en français, la gamification pour ceux qui sont de l'autre côté là-bas, le grand public, les jeunes qui sont là et qui ont l'air de venir beaucoup, tant mieux pour les organisateurs. Ceux-là, ils veulent ça. Ils veulent ça. Alors ça repoussera votre rôle, et ça va être dur pour l'ego de certains. Parce que, je vous l'ai dit, on veut centrer la formation sur le participant et plus sur le formateur. Merde alors, ils me font faire 50 heures de formation pour être moniteur, 50 heures pour passer formateur de formateur, et en plus ils vont me dire que c'est pas moi le plus important. Ben, pourtant c'est ça. Et que votre rôle dans l'avenir sera de plus en plus être un facilitateur, d'être un accompagnant, mais de ne pas être surtout comme ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un mec qui cause et qui veut transférer de la connaissance. On sait que c'est pas ça qu'il faut faire dans le premier secours. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Vous en avez vu plein des copains qui sont partis lorsque on a abandonné l'enseignement théorico-pratique du BNS à l'époque. Alors là, je parle vraiment les très très vieux de la salle, et qui sont passés à la FPS à l'époque. Eh ben, il y en a, ils se sont barrés parce que ça leur plaisait pas. Moi, ils voulaient présenter l'accouchement inopiné, ils voulaient présenter le plan Orsec, ils voulaient présenter. Et comme on leur a dit ça, c'est arrêté. Là, ils étaient fâchés et ils se sont barrés. Ben là, ça va être un peu. Il faut se préparer à ce changement. C'est de se dire, vous allez devenir en tant que formateur des facilitateurs, parce que quand vous voyez là l'alignement
allez, on va le dire, des litolanes, je ne fais pas de pub, mais je les ai vus là-bas, des litolanes, et que vous avez 2 ou 3 formateurs et que vous avez 100 participants, vous ne serez pas un formateur, vous serez un facilitateur. Il y aura une vidéo devant vous, ils auront peut-être leur casque de réalité virtuelle, mais vous ne serez plus au centre de leur vision. Eux, leur centre de leur vision sera quelqu'un qui sera en train d'être en arrêt cardiaque. Donc ça va être un changement, ça. Et donc, dans les recommandations 2020, l'abord de ces situations va être déjà abordé, peu encore évalué. Donc, ce ne seront que des recommandations qui vont être dites de bonnes pratiques, mais rien de plus, parce qu'on n'a pas encore assez de preuves scientifiques pour dire c'est comme ça qu'il faut enseigner, mais quand même, on a de plus en plus d'orientation dans la matière. Et bien sûr, pour finir, la formation des enfants. Là, je ne vous apprends rien, mais par contre, on est en train de mesurer vraiment les âges où on doit intégrer la réanimation cardio-pulmonaire, les âges où on peut commencer déjà à enseigner la protection et l'alerte. Et il y a des pays qui déjà ont une expérience de plus de 5, voire 10 ans d'enseignement dans les jardins d'enfants. Dans les jardins d'enfants. Nous, en France, on est encore très timide là-dessus. Hein. Il y a eu parce que heureusement, il y a un directeur d'établissement qui connaît un formateur de la Croix-Blanche, un formateur de la Croix-Rouge, de la protection civile. Tu peux pas me faire ça. Oh, bah si, je vais te le faire, etc. Et ça se fait comme ça. Mais il n'y a pas un système encore bien organisé là-dessus. Et on montre que si l'on enseigne dès le jardin d'enfants des gestes, et puis petit à petit, on va composer ce que pourrait être un enseignement complet de premier secours, eh bien, jusqu'à l'âge de 12 ans, où là, on va apprendre le massage cardiaque, eh bien, ce serait pas mal. Et alors après, ou l'apprentissage du massage cardiaque, on sait que c'est vers 10-12 ans. On ne sait pas exactement quand, parce que ce n'est pas seulement une question de technique. Un grand garçon, bien costaud, etc., des fois, pourrait très bien masser un mannequin adulte vers 8-9 ans, parce que c'est un costaud, etc. Une petite fille un petit peu plus frêle, elle aura beaucoup de mal d'arriver à 5-6 cm. Bon, c'est une chose. C'est une chose. Donc on pourrait se dire, oh bah ça tient qu'à ça, c'est la force musculaire. Non, il y a aussi l'intégration psychologique. C'est vous aborder la mort. Aborder la mort, il faut s'intéresser à ça. C'est-à-dire que là, il nous faut des professionnels, et les enseignants en font partie. Bien sûr qu'il faut se dire, mais à quel âge dois-je commencer c'est effectivement l'enseignement de la réanimation cardio-pulmonaire. Donc c'est un deuxième facteur extrêmement intéressant à analyser en pédagogie. Donc comme vous voyez, les sujets chauds en formation, ça ne manque pas. Ça ne manque pas et ça va changer vos habitudes. Je ne vous dis pas demain, je ne vous dis pas en 2020, mais préparez-vous quand même. Et vous allez le vivre, ça, forcément. Forcément. Même les plus anciens. Allez. Alors, en ce qui concerne la spécialisée, allez, là, on va aller un peu plus vite parce que vous n'êtes pas, dans l'Assemblée, vous n'êtes pas des réanimateurs. Et donc, on va pas être effectivement dans le détail. Néanmoins, comme vous le voyez ici, la réanimation spécialisée de qualité, c'est la même chose que pour le grand public. On veut que les professionnels de santé fassent du bon massage cardiaque. Et c'est clair que pour l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, c'est indispensable, avec une réduction du no-flow tendant vers 0. Mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, ça veut dire que, comme je vous disais, tout comme pour le grand public, c'est ce qu'on veut la même chose, mais c'est plus difficile. Mais on veut que l'amélioration de la prise en charge de l'arrêt cardiaque en intra-hospitalier, et on veut que dans tous les services, il y ait des gens qui aient appris la réanimation cardio-pulmonaire, et que dès qu'un malade, qu'on crie « la malade du 10, elle ne respire plus », qu'immédiatement il y ait quelqu'un, que ce soit l'aide-soignante, que ce soit éventuellement je ne sais pas comment on dit, mais la femme des ménages, ça porte un nom, technicienne de surface, enfin, peu importe, je m'en fous, la personne qui est là, qui commence à masser, qu'il n'y ait pas un no-flow, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un temps très long, trop long, sans massage cardiaque, et que tout de suite, on se met à masser. Donc ça, c'est un objectif qui effectivement est fondamental, et donc ça fait partie des sujets chauds pour la réanimation spécialisée.
la comparaison entre l'intubation et la ventilation par les ballons autoremplisseurs, les insufflateurs manuels, c'est aussi très important, c'est de dire si on est infirmier ou docteur, même si effectivement on a appris à intuber, il faut savoir que si on n'y arrive pas, il ne faut pas continuer à essayer, il faut passer à la ventilation avec le ballon autoremplisseur, parce que ce qui est fondamental, c'est pas de perdre de temps. Si on est le roi de l'intubation et qu'en moins de 20 secondes j'intube, ce qui est évidemment le cas de tous les réanimateurs, on ne peut pas avoir un réanimateur qui fait ça. Enfin, faut leur dire comme ça aux réanimateurs, sinon après ils vous aiment pas. Il est clair que à ce moment-là, on intube. Mais sinon, il faut dire la ventilation, je la fais quand même au ballon et ça va très bien. Donc ça, ou alors ce que je vous disais ce matin aussi, il y a des dispositifs qui remplacent l'intubation maintenant. Il y a plein de petits trucs qui sont proposés. Ça porte le nom de dispositifs supraglottiques. Et ce sont des trucs qui se posent assez facilement et qui pourraient aussi, dans les 10 ans à venir, apparaître, y compris pour des secouristes, pourquoi pas, en la matière. En France, il y a beaucoup d'opposition. En Angleterre, beaucoup moins. Ces dispositifs supraglottiques sont déjà utilisés par les personnels, en particulier donc certains paramédics, et en tout cas à coup sûr par les infirmières. Après, je vous passe tous les trucs qui sont quand même là super scientifiques, mais néanmoins tous les médicaments, adrénaline, amiodarone, la capnographie, l'échographie, l'arrêt cardiaque et le traumatisé, et l'ECMO, c'est-à-dire la circulation extracorporelle face à un arrêt cardiaque, là on est quand même dans la super spécialisation qui n'est pas notre sujet ce matin. Dans la pédiatrie, je vous disais qu'il y avait un truc qui allait changer. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui nous embête? Parce qu'un coup, il nous dit c'est 8 ans, un coup, il nous dit c'est la puberté. Comment je vais regarder le kiki, s'il y a des poils. Et puis là, ils nous disent un an, 18 ans. Eh bien, oui, pour l'instant, alors on en est là. Là, il y a de grandes discussions, mais en tout cas, le sujet a été traité par les pédiatres. Ça va falloir quand même qu'ils nous expliquent comment on traite le 18 ans comme en pédiatrie. Mais néanmoins, attendez-vous à un changement, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, bon, peut-être un peu provo, d'un changement de la conduite à tenir en pédiatrie, en tout cas des limites d'âge. C'est comme ça, mais les pédiatres sont compliqués. Hein, il n'y en a pas dans la salle. Et donc, il y a souvent de discussions avec nos amis pédiatres. La réanimation par téléphone, ça ne change rien parce qu'ils disent aussi que là, par contre, il faut faire comme l'adulte, c'est-à-dire que du massage cardiaque si on ne sait pas faire autrement, malgré que la cause de l'arrêt cardiaque chez l'enfant, vous savez que c'est surtout ventilatoire, c'est surtout une origine respiratoire, fort heureusement. C'est rare, ils font des infarctus, les enfants aussi, ils ont le droit, mais c'est super rare. Par contre, c'est souvent soit une obstruction des voies aériennes, soit une noyade. Et donc, l'origine ventilatoire étant de cet arrêt cardiaque, il ne faut pas oublier de ventiler. Là, c'est super, super important pour les enfants. Qu'effectivement, il faut ventiler avec un ballon autoremplisseur. Et puis, après, l'utilisation, bien sûr, des médicaments, qui n'est pas notre sujet majeur. Mais enfin, un sujet qui peut vous intéresser, c'est la présence de la famille lors d'un arrêt cardiaque d'un enfant. Ça, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, mais c'est recommandé. Alors évidemment, pour vous, déjà, vous vous imaginez dans cette situation, qui heureusement peut-être n'est arrivé à aucun d'entre vous, mais de tomber sur un arrêt cardiaque d'un enfant. Déjà, un arrêt cardiaque tout court, ça fait flipper. Quand c'est de sa famille, c'est encore pire, je vous l'assure. Mais néanmoins, là, chez un enfant, c'est vraiment, on est devant un sujet qui nous fait peur à tous. Et en plus, on vous dit, ah bah dites donc, ce serait peut-être bien de prendre le papa ou la maman avec vous, s'ils l'acceptent, parce que c'est important. Et on montre dans des études que c'est extrêmement important, soit dans l'issue fatale, et y compris pour les nourrissons, la mort subite du nourrisson, et que donc la présence de la famille, il faut savoir la gérer. Mais c'est pas simple, je vous l'accorde, mais ça va être c'est un sujet qui est largement débattu, et il y a beaucoup de preuves qui montrent l'acceptation, parce que c'est pas facile pour des parents d'être derrière une porte et d'entendre des choses qui se passent, et qu'il est beaucoup plus facile qu'il soit. Il faut que ce soit un échange entre l'équipe de secours et la famille. Bien sûr, vous serez aidé par une équipe médicalisée qui va arriver le plus vite possible, mais dites-vous qu'on aura, le cas échéant, des discussions en la matière. Que fait-on avec les secouristes? Il y a un sujet que je n'ai pas abordé, mais qui en est important, c'est aussi l'arrêt de la réanimation à distance. Ça existe aussi en France, parfois. Des secouristes
on leur dit vous arrêtez le massage. Vous arrêtez le massage, parce que tous les indicateurs montrent que vous êtes en train de masser quelqu'un qui est mort, et que est-ce que cette pratique s'étendra pas pour qu'il y ait une évidence, hein, c'est en fait c'est une économie de moyens. On n'envoie pas une ambiance de réanimation si effectivement on sait qu'on est en train de masser un mort, mais comment annoncer la mort de quelqu'un pour un secouriste, c'est quand même pas une mince affaire. Normalement, c'est le rôle d'un médecin. Maintenant, il peut y avoir des procédures, il peut y avoir des protocoles qui déjà ont été mis en place dans certains départements en France et qui sont largement mis en place en milieu anglo-saxon. C'est pas inintéressant. Là, je parle tant pour l'adulte que pour l'enfant. Moi, c'est plutôt pour l'adulte. Pour l'enfant, de toute façon, en général, on envoie une équipe médicalisée, quoi qu'il arrive. C'est trop lourd. Mais par contre, pour l'adulte, c'est une vraie question, très intéressante, très pénible, mais qui a son sens et qui sera aussi débattu dans ces sujets chauds. Le néonatal, c'est pareil, l'arrêt cardiaque et la famille. La toxicité de l'oxygène. Alors là, on sait que c'est des très faibles quantités d'oxygène qu'il faut envoyer, même en cas d'arrêt cardiaque. Et ça, c'est clair, parce que là, on sait qu'on est très, très, très toxique avec l'oxygène chez le tout petit. Donc ça, c'est clair. Et l'hypothermie également, c'est-à-dire l'utilisation du froid lors des manœuvres de réanimation est de plus en plus limitée chez les tout petits. L'application en France. Pour finir, l'application en France, elle se fera comme d'habitude. J'espère plus vite que d'habitude. Ce n'est qu'un espoir. Parce que alors, le but, c'est qu'aujourd'hui, la Direction générale de la sécurité civile a demandé au Conseil national de protection civile d'assurer ce que faisait l'Observatoire national du secourisme par le passé, c'est-à-dire de normer les techniques. Et donc, un groupe de médecins de pluri-associatifs travaille mensuellement ensemble avec un président qui qu'on essaye le plus vite possible d'intégrer, puisque certains d'entre nous sommes aux deux niveaux, international et national, d'intégrer ce que nous savons de l'international pour que le plus vite possible on puisse vous amener des orientations nationales. Donc c'est fait comme ça, et du coup la DGSCGC n'aura plus qu'à prendre en compte ces recommandations techniques pour ensuite faire réfléchir sur un plan pédagogique un autre groupe pour que la pédagogie s'adapte aux modifications techniques. Bien sûr, le ministère de la Santé est partie prenante de cela. C'est la particularité de la France. Nous avons 2 ministères de tutelle, donc il faut travailler avec ces 2 ministères de tutelle. Voilà, donc rendez-vous en 2020, octobre 2020. Je n'espère pas avoir à refaire, à chaque fois je leur dis à l'équipe d'Oxygène, ils me font faire le coup à chaque fois, faut refaire le même sujet, on verra bien, mais en tout cas, comme vous le voyez, attendez-vous à des modifications, ce ne sera pas une révolution, mais en tout cas, il y en aura, et il y en aura qui vous intéresseront les plus. Je vous remercie de votre attention.